Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture. Intervalle, le magazine numéro 14. Je m'excuse auprès d'Andrea qui me l'a envoyé. Je suis convaincue d'en avoir parlé, mais vraiment convaincue. Mais je me souviens peu. J'ai de la vidéo. Si quelqu'un l'a, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est un recueil de nouvelles, en fait c'est un magazine. C'est un recueil de nouvelles sur une thématique. Et il y a aussi une interview, il y a un quiz et il y a un texte interactif à la fin. Moi personnellement j'ai préféré forcément les nouvelles, d'autant qu'il y a Catherine Loiseau dedans. J'adore Catherine Loiseau, j'adore ce qu'elle fait. Je sais qu'elle a sorti, au moment où je tourne la vidéo, on est 5 novembre, je sais qu'elle a sorti un nouveau roman en jeunesse cette fois-ci. Une maison d'édition que je connais pas. Et peut-être que j'irai au salon des livres de Mons. Peut-être, c'est pas encore sûr. En fait ça dépend de ma voiture, de moi et de mon père, pour résumer. Mais j'ai envie d'y aller en fait, et en même temps je me dis pour mon portefeuille c'est pas le moment. C'est un peu ça l'idée. Mais bon, après ça fait pas de tort. Donc forcément la nouvelle de Catherine Loiseau j'ai adoré. J'ai adoré l'idée qu'elle a trouvée. En plus c'était assez drôle. Je trouvais ça assez drôle. Franchement c'était fun. Et en plus c'est bien parce que c'est un bon moyen de découvrir de nouveaux auteurs en fait, ce genre de magazine, de nouvelles plumes. La deuxième nouvelle, c'est les legs du mage verrier. Et franchement, j'étais captivée. Franchement, les nouvelles, généralement j'ai du mal parce que j'ai toujours un manque dans les nouvelles en fait. Là non, celle-là par exemple, j'ai pas eu de manque, je trouvais que c'était très très bien trouvé. Et en plus, le fait qu'un des personnages s'appelle Évariste, ça m'a renvoyé à d'autres lectures en fait. Du coup, ça m'a d'autant plus captivée en fait. La suivante, c'est de Régine Philippe, c'est La vieille demeure indigne. J'ai beaucoup aimé le fait d'humaniser une maison, lui donner une âme en fait. Parce que personnellement, je suis très sensible aux ambiances dans un lieu. Rien qu'en pénétrant dans un lieu, si je me sens pas bien, voilà, j'ai pas à y mettre les pieds. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et ouais, du coup, forcément que cette nouvelle-là m'a touché quelque chose. Charlotte Bonnat a écrit Dessine-moi un poisson, une forme de dystopie écologique, et je pense qu'elle aurait pu aller encore plus loin. Je pense. Après, je me trompe peut-être, mais il y a quelque chose à faire. Gaël Douguet-Dinu a fait Le trésor de Verveine Rose, qui m'a fait franchement rigoler. C'était un peu. Voilà, on voyait le truc venir, mais franchement, c'était drôle. À tombeau ouvert de Hélène Duc, par contre là c'était glauque, mais d'un glauque, euh, ça m'a retourné un peu l'estomac. J'avoue que là, elle allait vachement loin quand même. Très bien écrit, mais vachement loin. Elena Natrochvili, désolée pour la prononciation. La nouvelle cieux autour de Dragon, qui était juste géniale, et très franchement, là il y a moyen de faire un truc en roman. Si elle le fait, mais je suis là. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Parce que j'ai adoré les personnages. Elle a créé un truc, mais ouais, elle a créé un truc qui m'a vraiment touchée, et je me suis dit, elle a créé un truc qui est vachement complexe. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. J'aimerais bien voir ce qu'elle écrit d'autre. Carole Froli écrit Prédiction, une dystopie autour des nouvelles de la technologie et de l'abus qu'on peut en faire, surtout au quotidien. Et je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle a écrit, et ouais, ça fait flipper, mais le pire c'est que ça pourrait malheureusement devenir réalité. À l'allure où on va, en tout cas, on devient complètement esclave de ça, et c'est pas bon. Les filles de Sèvres de Naomi Viorek, j'ai beaucoup aimé l'univers qu'elle a créé. J'aurais aimé en savoir plus parce qu'elle a créé quand même quelque chose qui pourrait, selon moi aussi, je sais pas si ça pourrait être étiré, mais elle a créé des populations qui sont pas connues, et ouais, j'aurais aimé que ce soit creusé. Il m'a manqué un truc là sur celle-ci. Je crois que c'est celle que j'ai peut-être pas le moins aimée, mais je vous ai ressenti un manque parce que je pense qu'elle pouvait tellement creuser l'idée de base. Voilà.
Après il y a un article et des pages détente, c'est autour de la BD, la BD steampunk plutôt, ouais on peut dire ça, qui ont l'air chouettes, mais moi j'ai un vrai problème avec la BD et je commence à comprendre ce que je recherche en BD en fait. Du coup, et après il y a un article sur l'apprentie faucheuse de J. Robin. Hôtel Heartwood, le tome 1, une maison pour Mona de Kelly George. Moi je l'ai dans la version de François Cyr. C'est une histoire toute mignonne. C'est suite à un orage violent, Mona est une petite souris qui va trouver refuge dans un hôtel luxueux qui s'appelle Heartwood. Et, et en fait, on suit Mona qui va s'intégrer dans cet hôtel où elle va être acceptée. En échange, comme elle n'a pas d'argent, en échange elle va travailler au sein de l'hôtel. Et c'est tellement mignon comme histoire. Honnêtement, c'est du jeunesse, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Mais ça fait du bien. On se détend, on se prend pas la tête. Il y a beaucoup de valeurs morales, de valeurs humaines, même si c'est des animaux, on est d'accord, hein, mais il y a quelque chose de tellement... Je sais pas, il y a un truc qui m'a touchée avec ce roman. Il est sans fioriture et tranquille, et il y a 4 tomes en tout. Donc là c'est l'automne, après il y a l'hiver, le printemps et l'été. Et malheureusement ma libraire en rayon n'a que le dernier, donc tant qu'elle aura pas les autres, juste à attendre. La lune en papier, 4 pièces de Andy Yoon aux éditions des Ateliers des Cahiers. C'est pour ça que je dis que c'est une honte, c'est le plus vieux de tous ceux que je vais vous parler. Et celui-là en fait je l'ai chroniqué dès que je l'ai lu et j'en ai pas parlé en vidéo. Et c'était un gars en masse critique babelio. Ne pas taper. On a 4 pièces de théâtre, dont 2 qui sont liées l'une à l'autre. C'est le pianoforte en fait. Il y a 2 parties, il y a ma vie et mon amour. En fait c'est le même personnage mais à des périodes différentes. Et il y en a une où c'est après ça, alors qu'il est à la fin de sa vie, il retrace sa carrière. Elle est tellement émouvante. Et l'autre c'est alors qu'il devient pianiste je crois, c'est ça. Ah oui, c'est ça d'ailleurs, oui. C'est pas alors qu'il devient pianiste, qu'il apprend à devenir pianiste. Et il y a une histoire d'amour tragique dedans. Et elles m'ont tellement touchée. En fait, ce qu'il y a de bien avec ces pièces de théâtre-là, ce recueil de pièces de théâtre, c'est qu'elles sont jouées en français. L'auteur qui est plutôt, enfin, américano-coréen, on va dire ça comme ça, il a bien précisé que c'est joué en français. Il y a la version coréenne, la version française, donc vous pouvez lire dans les 2 langues en fait. Et c'est tellement touchant. Il y a tellement d'humains, tellement de choses. En plus là, ces 2 pièces-là, forcément il y a quelque chose autour de l'art, de la création, de comment ressentir la musique, comment la partager avec les autres. Et il y a tellement de choses qui m'ont touchée, mais la première déjà, Lune en papier. La Lune en papier c'est sur le thème de l'identité et en fait on parle des organisations mondiales en faveur de l'enfance comme l'UNICEF par exemple. Je prends le cas de l'UNICEF parce qu'il est le plus connu, mais il y en a d'autres, hein, mais qu'on soit bien d'accord. Mais là elle parle surtout des Coréens, des enfants coréens adoptés en France, notamment en France. Elle parle de la France dans cette nouvelle là. Et du fait que ces enfants, souvent en France, ils finissent par avoir une quête d'identité, quelque chose à comprendre d'où ils viennent, qui s'en rendent compte ou pas. Et en fait, on parle d'autre chose, mais c'est pareil, on part d'un point voilà, qui paraît banal, et on tire dessus. Et il y avait quelques critiques de société en fond, mais tellement bien trouvées, juste pour l'attribution des subventions dans les territoires coréens. J'aimerais bien savoir comment ça se passe parce que là on vous donne pas de précision, on vous donne juste territoire A, B et C. On vous dit qu'on va préférer le A parce que le C, on pourra pas trouver de matières premières à exploiter en fait pour l'étranger. Du coup il faut aller plutôt vers le A. Oui, mais comment faire pour que la zone C ait droit quand même à cette subvention? C'est un peu ça, c'est des gens qui travaillent dans l'humanitaire qui veulent trouver des solutions pour que les subventions soient mieux réparties. Et aussi travailler
Enfin, je saurais plus vous l'expliquer exactement parce que ça fait un moment que je l'ai lu, mais je sais que j'avais beaucoup aimé et qu'elle était très touchante comme nouvelle aussi, et avec un fond de critique quand même qui était bien placé pour les gens de la haute société. Et la dernière, à la lueur des lampadaires, se joue dans la rue. C'est le spectateur se déplace pour aller voir des bouts de pièces dans les rues. C'est précisé en fait. Et je trouvais ça génial parce que c'est sur les rêves les rêves brisés en fait. Donc on a plusieurs personnages et certains qui sont éloignés l'un de l'autre, d'autres qui ont rêvé de faire quelque chose pour que son parent soit fier et finalement ça s'est pas fait, ou ce genre de choses. Et ouais, 4 épisodes, voilà. Et j'ai trouvé ça magnifique aussi. C'est vraiment l'humain, ça s'adapte dans tous les pays du monde en fait. Ces nouvelles-là, elles sont pas qu'en Corée quoi. Et en plus, ça se joue en français. C'est ça le plus surprenant, c'est que se joue en français. C'est bien précisé dans le texte. Et là, on vous dit clairement, à la lueur des lampadaires, on vous dit le long d'une ancienne ruelle du quartier des Ferronniers de Mulé. Désolée pour la prononciation. Euh, mais ils disent bien, sinon, une ancienne ruelle, une ruelle sombre, ça fait l'affaire quoi. C'est incroyable. J'aurais jamais acheté ce livre, et là, pour le coup, incroyable. Voilà. Le livre le plus récent que j'ai lu, c'est le plaisir du texte de Roland Barthès aux éditions Point. Je vais aller très vite, ce livre, je ne vais pas le garder, je vais le revendre ou le mettre dans une boîte à livres, je sais pas encore. Tout simplement parce que je ne suis absolument pas d'accord avec ce que dit ce monsieur sur la lecture. Il m'avait été recommandé, il avait été recommandé par une booktubeuse qui voulait, pour les gens amoureux du livre, amoureux des textes, sur le lien entre l'auteur et le lecteur, enfin le contrat qui est passé, avait recommandé ce livre notamment, et j'ai voulu le lire. Et grosso modo, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit quoi. Je suis d'accord sur le fait que quand on lit, il y a forcément une part de plaisir, il y a forcément une part de jouissance, si je peux dire ça. Là-dessus, lui, on est d'accord. Le problème, c'est que lui, il en vient jusqu'à dire qu'il y a quelque chose de sexuel là-dedans. Des moments, il partait sur ce genre de choses, et je me dis, mais c'est quoi le rapport? Lire, c'est pas la même chose, hein, les gens. Faudrait peut-être. Pourquoi tout rapporter à ça? Pourquoi, quoi qu'on ressente, quoi qu'on fasse, il y a toujours un rapport avec ça? Non! Freud, sors de ce corps! C'est un peu ça l'idée, quoi. Mais je suis pas. Non, franchement, j'ai pas tout compris ce qu'il a écrit en fait. J'ai l'impression que c'est des trucs qu'il a écrit vite fait comme ça, et point final. Du coup, je l'ai lu d'une traite, hein, mais franchement, en fait, je l'ai lu et je me disais, mais pourvu que ça s'iniste. C'est dire. Quand j'arrivais à comprendre un passage, j'étais là à dire, non. Oui, d'accord, là peut-être, je suis peut-être d'accord. Non. C'est un peu ça l'idée. De Lucas Courage, Connexion secrète aux éditions Screenéo, je l'ai fini le week-end dernier. C'était un service presse dans le cadre d'une masse critique privilégiée. Lucas Courage est un pseudo parce qu'en fait Lucas Courage n'est autre que le personnage principal de ce roman jeunesse. Et en fait son père a été espion pour la France, mais il a arrêté parce qu'il voulait s'occuper de son fils après l'assassinat de sa femme. Sauf que le président américain manque de se faire kidnapper, et que son père et lui sont là, et bon ben ils vont empêcher le kidnapping et vont se faufiler de manière à ce qu'on les prenne pas en vidéo. Bon, déjà là ça paraît farfelu, vous vous dites ça, mais en fait c'est vachement bien écrit. Très franchement, c'est un livre à lire sans prise de tête, faut pas chercher la cohérence, faut pas chercher... Voilà, et c'est complètement loufoque par moment, mais ce que j'ai aimé, déjà au niveau action on est servi, hein, soyons honnêtes, mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas juste le super espion parfait manani nanana. En plus Lucas est plutôt un adolescent comme on l'imagine, c'est-à-dire l'adolescent par excellence qu'on imagine en faire le moins possible et tout ce qu'on veut, et en fait il se retrouve à travailler avec son papa pour retrouver des méchants et qui ont kidnappé un scientifique et au Chaïstan, et ils doivent démanteler un réseau terroriste. Et le truc c'est que Lucas a une particularité, il peut je sais pas si je peux le dire.
il a un pouvoir, là, je vais juste dire ça, il a un pouvoir qui fait que son père a besoin de lui quand même. Et en fait, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'au-delà de cette partie espionnage, on fait surtout le lien entre le père et le fils, le fait que le père est partagé entre son rôle de père, je dois protéger mon fils, et son rôle d'espion qui dit, mais sans mon fils, je vais peut-être avoir du mal. Donc il est toujours entre ces eaux-là, et à côté, il y a Manon, la fille dont est complètement amoureux Lucas. Le truc, c'est que Manon, bah, elle va le prendre un peu pour un fou tout au long du roman, et que la mère de Manon est journaliste. Donc le père de Lucas et la mère de Manon vont forcément vouloir... ils sont à fond dans l'action, etc. Alors que Manon, elle, non, elle veut pas de tout ça, elle veut pas être mêlée à tout ça. Et j'ai trouvé ça chouette, en fait, justement, que même la mère de Manon soit aussi dans cet esprit du... Il y a mon travail, mais il y a ma fille aussi. Qu'est-ce que je fais? Et toujours ce côté partagé entre ces deux choses-là. Et j'ai trouvé ça super bien fait. Et l'action était très bien faite aussi. Oui, il y a des scènes un peu dingues. Oui, il y a des choses... ils ont même réussi à caser de l'art dedans. Une visite dans un musée. Je sais pas comment ils ont fait. Mais je serais curieuse de savoir qui a écrit ça réellement. Parce que sincèrement, j'ai vu sur le site de Screenéo qu'il ferait pas... L'auteur ferait pas de dédicace, etc. Ce qui est logique étant donné qu'il veut pas qu'on sache qui il est. Mais je serais curieuse de savoir. Parce que pour écrire comme ça... Je suis pas sûre que ce soit un premier roman. Un vrai premier roman, je veux dire. J'ai un doute. Mais après, je me trompe peut-être. Mais c'était une chouette lecture. Franchement, c'est du jeunesse sans prise de tête. C'est chouette. Enfin, voilà. Ensuite, Les Noces de la Renarde de Floriane Soulas aux éditions Screenéo. Mon Dieu, quel bonheur ce livre. J'ai vu l'autrice aux Alinal. Forcément, il fallait que je lui parle de ce bouquin. Il le fallait. On a deux époques différentes. En 1461 au Japon, on suit Ikari, qui vit avec ses sœurs dans la province d'Izumi. Et en fait, elle va s'intéresser... C'est une déesse, je pense, japonaise. Et elle s'intéresse beaucoup aux humains, et particulièrement à Jun, un des villageois. Et on suit en parallèle, en 2016, Mina qui a ce pouvoir de voir les yokai et esprits et monstres du folklore japonais. Elle est solitaire à cause de ce don, forcément, parce qu'elle met toujours des gants blancs pour éviter le contact avec eux ou avec les gens, parce qu'elle voit en fait beaucoup de choses et du coup elle veut éviter tout ça. Et j'ai adoré les deux points de vue, mais alors honnêtement, je sais que beaucoup ont préféré le point de vue de Ikari, enfin l'histoire de Ikari. Moi j'ai préféré celle de Mina. Celle de Ikari, je la trouvais très lourde, très... Elle est primordiale pour l'histoire. Enfin, il faut la lire. Parce qu'on a le Japon médiéval, justement, le Japon historique, qui permet de comprendre l'histoire de nos jours, et le lien surtout. Parce qu'il y a forcément un lien, hein, sinon c'est pas drôle. Mais et l'histoire de Mina, en fait, moi je la trouvais mieux parce que Mina est un personnage... C'est une jeune fille qu'on peut voir dans la rue tout le temps, tous les jours. Elle voudrait être comme tout le monde, mais elle l'est pas. Et elle a forcément ce côté très renfermé parce que justement son don fait que, mais pas seulement. Elle veut pas être regardée comme une bête curieuse, elle veut pas être victime du harcèlement. On a justement une belle critique de la société japonaise, et je remarque surtout que, et c'est là où je dis Floriane Soulas a juste fait un travail monstrueux, parce que les yokai, les monstres du folklore japonais, tout ça, sont vachement bien mis et bien décrits. Elle a même utilisé la femme des neiges, je sais pas comment elle a fait, mais elle a super bien décrit la femme des neiges. J'ai été épatée, quoi. J'avais vraiment l'impression d'être au Japon, vraiment l'impression qu'il y avait une histoire qui se passe au Japon, même au niveau des déesses japonaises qu'elle décrit. J'avais l'impression d'y être, quoi. Comment elle a fait, j'en sais rien, mais c'est fabuleux le travail qu'elle a fait. Et je le salue, mais grandement, parce que vous savez que je suis un peu dure avec les auteurs français qui écrivent au Japon. Mais enfin, un roman qui se passe au Japon. Mais elle a franchement réussi le taf. Plus que ça, même. Je lâchais plus le roman. Hein. Je l'ai lu à temps pour les Alinales, mais franchement, je le lâchais plus. Et ma mère m'a dit, l'écriture... Ma mère a regardé vite fait, parce qu'elle est toujours curieuse de voir ce que je lis. Elle m'a dit, tiens, l'écriture est particulière quand même. Ma mère est intriguée, du coup ça l'intrigue beaucoup. C'est pas son genre de lecture, mais je crois qu'elle se laissera tenter. J'espère.
Parce que c'est vrai qu'il y a des passages où je m'étais dit, tiens, elle a choisi cette tournure de phrase, pourquoi celle-là et pas une autre qui aurait pu être plus simple. Mais justement, c'est toute la richesse de ce livre, je pense aussi. Je sais plus trop quoi en dire parce que forcément, je l'ai lu il y a plus d'un mois. Mais ouais, franchement. Et j'ai pas vu venir la fin. Très franchement, je l'ai pas vu venir. Plus on avançait dans l'histoire d'Ikari, je me disais, ouais, il va se passer ça. Non. Et à la fin avec Mina, non. Les clichés, bam. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Franchement, je vous recommande ce livre-là, il est génial. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est peut-être une pavasse, mais vous voyez, ça se lit très vite. Ensuite, j'ai lu le roman de Cécile Guillot, Sandgrove, aux éditions Lynx, qui est dédicacé, et j'ai eu la trouille de ma vie. Mais my god. Cécile Guillot a écrit un roman comme ça, flippant. Mais non. Je l'ai lu en fait, on faisait une soirée lecture sur l'hôtel d'Halloween. Du coup, je me dis, oh, je vais prendre celui-là, c'est Cécile Guillot, je prends moins de risques en fait. Parce que Cécile Guillot, j'ai lu quasiment tous ses bouquins, donc je connais ce qu'elle fait. Et je m'attendais pas du tout à ça. En fait, le point commun de tous les livres de Cécile Guillot, c'est qu'il faut pas se fier au résumé derrière. Les résumés disent vraiment rien du tout sur le livre en fait. C'est juste, voilà, globalement, voilà ce que tu auras. Mais les trucs qui vont bien te casser ton truc là, tes clichés, tu vas pas le voir. Faudra le lire. Là, merci. J'ai eu la frousse. Franchement, j'ai même appelé mon père en disant, papa, ce roman je te le prêterai. Tu vas tout qui est d'or flipper, voilà, là tu vas voir ton lot. En fait, on suit Madeleine et Mido, deux sœurs, et suite à des problèmes familiaux, elles vont emménager dans la ville, dans une petite ville du Wisconsin, avec leur mère, chez une cousine apparemment, je crois que c'est une cousine. Et en fait, elles vont découvrir dès leur arrivée, en fait, Madeleine va être intriguée par un manoir qui s'appelle Sandgrove. Sauf que ce manoir, bah, il est pas comme les autres, on va dire ça comme ça. Et que, en plus de ça, à peine arrivée à l'école, elle doit faire un exposé avec un camarade de classe qui est mal vu. Et elle va choisir de faire cet exposé sur Sandgrove pour faire dans l'originalité. Et c'est une fille un peu rebelle, on la sent très énervée, très en colère après ce qui s'est passé dans sa famille, ce qui est compréhensible, hein, soyez honnêtes. Et paradoxalement, on a Mido qui est la jeune fille qui semble parfaite, toute mignonne, tout ce que vous voulez. Et le truc, c'est qu'elle a des petites choses très très particulières, Mido. Elle m'a foutu la trouille en fait. Il y a des pages, je sais pas comment, je sais pas si je peux le dire en fait. Ouais, je vais essayer. Ouais. Il y a des pages en fait du point de vue Mido où elle explique que tel oiseau a un côté vampire parce qu'il suce le sang de ses victimes ou un truc comme ça. C'est... Ah, mais mon dieu, en fait, Cécile Guillot a une attitude à écrire dans tous les genres, à savoir adapter son style à tous les genres littéraires, je pense, parce que rien qu'avec un mot, une phrase, elle vous fout une trouille pas possible. C'est... Mon dieu. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et moi qui aime pas les romans d'horreur ou d'ambiance horreur, j'ai un peu de mal avec ça. Et là, pourtant, franchement, j'arrivais pas à lâcher ce bouquin. En fait, il me gardait éveillée, j'avais envie de savoir la suite, je voulais continuer à lire. Et en même temps, j'avais la trouille, et en même temps, il se passait des trucs dégueulasses. C'est pas sanglant, c'est pas très sanglant, honnêtement. Il y a eu peut-être 2 scènes, allez, ouais, 2 scènes, on va dire 2 scènes. Il y a 2 scènes vraiment, voilà. Mais sinon, non, ça va. C'est vraiment dans l'ambiance, dans les mots que l'autrice a choisi. Elle a vraiment fait un boulot absolument dingue là-dessus. Et le travail éditorial est juste incroyable. Je veux dire, si vous avez des pages là, comme ça, c'est... En fait, tout au long du livre, les pages blanches de ce côté, au début, il n'y a pas beaucoup de feuilles, et au fur et à mesure, il y en a de plus en plus. Et... Par contre, il est vrai, j'avais lu quelques chroniques qui disaient ça, et c'est vrai, on n'a pas les réponses à toutes nos questions à la fin. Et moi j'aime bien en fait, le fait qu'elle ait gardé le mystère. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'expliquer? Parce qu'il y a des maisons qui ont encore cette aura,
c'est quelque chose de mystérieux qui fout la trouille aux gens. Et je pense qu'elle voulait exploiter ça. Après, apparemment, elle s'est inspirée beaucoup d'autrices qui sont spécialisées en horreur. Apparemment, il y a beaucoup de références. N'ayant pas lu ses livres, je ne peux pas le dire. Mais franchement, ouais. Je regrette pas cette lecture du tout. Au contraire, elle a réussi à me réconcilier avec un genre que j'aime pas. Donc c'est plutôt bien réussi. C'est un roman gothique, ok. Sachant que j'ai un roman de Vincent Tassi qui est dans le même esprit apparemment, qui est écrit dans ce genre-là, je vais lire ça en janvier. Hein les gens. Voilà. Le sang des princes de Romain Delplanque, le tome 1, l'appel des illustres. Ce livre est très complexe, il faut savoir en parler je pense. Je l'ai lu il y a pas mal de temps donc forcément c'est un peu plus compliqué pour moi. On suit en fait une jeune fille en fauteuil roulant qui va aller à une exposition. Et elle va s'attarder sur un tableau, elle va l'analyser avec beaucoup d'humour en fait, avec beaucoup d'humour, beaucoup de jovialité, je dirais plutôt, de passion, avec le gérant du musée. Et suite à ça, elle va décéder suite à une crise d'épilepsie. La tante va se poser des questions, et la tante fait partie des... Comment on va dire ça des Spades del Pietra. C'est des personnes très haut placées et elle va du coup vouloir... elle va racheter tous les tableaux de ce peintre qui s'appelle Michael et elle va chercher à rentrer en contact avec lui. Le truc c'est que Michael étant un jeune homme de 19 ans, tellement naïf, jovial, il se prend pas la tête, il est à fond dans sa passion pour la peinture, etc. Enfin, il est jeune, quoi. Et du coup, comme il s'est déjà engagé ailleurs, et ben il va dire non. Et sauf que à partir de là, on va le chercher à le kidnapper. Et qu'à un moment donné, quelqu'un va lui dire il faut que tu t'échappes maintenant, ne reviens pas. Et il va se retrouver auprès d'un clan qui s'appelle auprès des nomades ostrois. C'est un clan en fait qui fait des produits, qui se produit partout et qui fait des spectacles etc. Et ils inventent beaucoup de choses aussi. Et en fait, comme lui il est peintre, ils vont voir l'utilité de le protéger. Mais au début ils vont se méfier, mais après il va être accepté dans la communauté, surtout pour son art. Et en fait, il va changer, il va être très très angoissé et il va pas se remettre des attaques qu'il a subies en fait. Et on voit son évolution tout au long du livre. Mais moi ce qui m'a le plus marqué je crois dans ce livre, c'est que j'ai eu l'impression que c'est un hymne à toutes les formes d'art qui existent, quelles qu'elles soient. Le respect de l'art en fait. J'ai eu cette impression là. Et j'ai adoré, il y a un personnage dedans que j'ai adoré, je me souviens plus de son nom, mais dès que j'ai vu j'ai fait mais toi je t'aime déjà. Bien sûr il meurt. C'est pas un spoiler, hein. Mais quand j'ai vu qu'il était mort, je me suis dit mais non. Et à la fin du livre, vous savez Gabriel Casse où on a envie de le frapper avec le livre, voilà. Et ben j'ai envie de faire encore pire avec cet auteur-là. J'ai envie de le coincer quelque part et de lui dire maintenant, tu vas arrêter de nous faire souffrir. Voilà. Parce que à la fin, même ma mère était épatée parce que j'ai laissé tomber le livre comme ça en faisant quoi? Mais j'ai pas la suite. Ma mère était très étonnée parce que je réagis rarement comme ça. Quand je le fais, c'est que ça veut dire que j'ai lu un bon livre, quoi. Quand un livre me fait réagir comme ça, c'est que c'est bon. Après, il est costaud à lire, hein. Faut dire ce qu'il est, il est costaud, mais il est très bien écrit, très bien construit. On sent qu'il a fait d'énormes recherches. On sent aussi que l'auteur s'est amusé avec le lecteur parce qu'en fait, au lieu de présenter un personnage en commençant par le prénom, lui il commence par dire une personne fait telle chose, dit telle chose, peu importe ce qui se passe, la scène quoi, décrit la scène, et à la fin, au bout de quelques pages, voire plusieurs chapitres pour certains personnages, et seulement là il va les présenter. Il y a un personnage quand même où il va attendre la moitié du livre pour nous dire comment il s'appelle, et qui il est réellement ce personnage. En fait, il nous titille comme ça, en fait, nous pousse à la curiosité, à chercher des indices ou ce genre de choses. Il y a une forme d'enquête pour le lecteur, un travail que le lecteur doit faire en fait sur ce livre. Je trouve ça génial. Pourquoi j'ai pas été le voir aux Alinales, cet auteur? J'aurais pu me prendre le tome 2. Il était là. Je l'ai pas pris. Je le regrette franchement. Alors maintenant, je me pose la question. Je prends la version poche et la version grand format. Une idée, les gens. Et j'adore aussi, c'est le... Oh, comment il s'appelle? J'ai pas retrouvé le nom. Je suis sûre que je vais pas le retrouver. En fait,
Michael est... au sein du clan, en fait, il y a le patron, et le patron a 3 enfants. Sa fille va devenir la patronne. Et elle a 2 frères. Il y en a un qui s'appelle Filio. J'adore ce personnage. Je pense que c'est le personnage qui est le moins bavard du roman, mais c'est celui qui est le plus captivant. Je pense que ce personnage, au vu de la couverture de format page de tome 2, je pense que ce personnage va avoir son importance dans le tome 2. Tome 2 et dernier tome. Voilà. Donc voilà, une excellente lecture. Alors la vidéo va être méga longue, je m'en excuse, mais voilà. C'est ça de pas faire ses chroniques en temps et en heure, j'ai envie de vous dire. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais pas faire durer la vidéo encore plus longtemps. Et je vous dirai à très bientôt. Salut!